Salut à tous, les règles NBA, les distances, les hauteurs, les durées, vous les connaissez sûrement. Mais ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est que toujours tout ça a été instauré pour de bonnes raisons. Alors aujourd'hui, nous allons étudier toutes ces choses que vous ne connaissez peut-être pas, et qui pourtant sont essentielles dans le basket ou dans la NBA. Mais avant de commencer, il faut le dire, si vous voulez vivre une aventure folle aux États-Unis pour voir de la NBA comme on le propose avec notre agence de voyage Trip Double, comme notre saison est terminée, on a déjà lancé les préinscriptions pour la saison prochaine. C'est gratuit et ça vous permet d'être prévenu de la sortie des voyages avant la sortie publique. Certains voyages se vendent très vite et on a toujours pas mal de déçus, alors foncez. Mais bref, revenons aux règles et un panier à 3,05 m c'est haut. Il arrive d'ailleurs qu'on haïsse ces 5 cm de trop au-dessus des 3 mètres qui nous empêchent de dunker. Alors pourquoi une telle hauteur qui semble avoir été choisie au hasard? Pourquoi ne pas avoir décidé de statuer sur un chiffre rond? Tout simplement, comme nous l'évoquions dans une vidéo qui traitait de ce sujet, parce que le basket a été créé aux États-Unis. Là-bas, l'unité de mesure n'est pas le mètre, mais le pied, et 3,05 m c'est justement 10 pieds, un chiffre plutôt rond comme vous le voyez. Mais 10 pieds c'est aussi la hauteur du balcon où se situait la piste d'athlétisme et les spectateurs dans la plupart des gymnases de l'époque qui dans pas mal de facs étaient des copies conformes. Il devenait donc facile d'accrocher le panier de basket qui au départ était un panier de pêche à ce balcon et de transférer ça dans la plupart des gymnases des États-Unis. Notons ceci dit qu'au départ beaucoup de règles n'étaient pas unifiées d'un état à l'autre et dans de nombreuses facs on mettait le cercle à la hauteur que l'on voulait. Ça n'empêchait pas de jouer au basket. Cependant quand il a fallu se décider c'est bien la hauteur originelle qui fut conservée et qui encore aujourd'hui est utilisée. Notons que plusieurs fois au fur et à mesure que la taille moyenne des joueurs a évolué, des débats ont pris place pour augmenter la hauteur du panier, ou de le baisser pour le basket féminin. Ces paniers qui aujourd'hui évidemment ne sont plus des paniers de pêche mais des arceaux en métal. Aujourd'hui encore, aucune de ces discussions n'a jamais abouti et il n'y a que dans certaines catégories enfants que l'on joue sur un panier plus bas. D'ailleurs ces paniers vous les connaissez comme nous, ils ne se constituent pas que d'un cercle, derrière ce cercle il y a aussi une planche. Nous en sommes sûrs, vous le connaissez bien cet élément responsable de vos plus grosses briques, mais pourquoi une planche? Eh bien c'est lié au moins en partie à ce que l'on vient d'évoquer. Vu que les paniers étaient accrochés sur des balcons sur lesquels s'installent les spectateurs, ces derniers en hauteur avaient pris l'habitude d'envoyer de grands coups de pied dans la balle à chaque fois que l'équipe visiteuse tentait sa chance. Ouais, c'était la grosse foire et nous étions bien loin du basket professionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous voyez où on veut en venir? Mettre une planche permettait d'éviter ce phénomène et empêcher les fans d'intervenir, une évolution essentielle apparue en 1893. De plus, forcément avec une planche on obtient moins de airball et le ballon a plus de chances de revenir sur le terrain après un shoot raté. Cela provoquait moins d'arrêts de jeu, moins de remise en jeu et pour le coup moins de bastons, on en parlera plus tard. Le souci c'est que peu à peu le basket s'est développé dans de nouveaux gymnases, dans des salles de plus en plus grande avec des tribunes et non pas seulement des balcons. Et là, quand on n'est pas en hauteur et qu'on se retrouve avec une planche en bois à chaque extrémité du terrain, évidemment ça crée des soucis de visibilité. Personne derrière le panier ne pouvait plus voir si un shoot rentrait, ça n'allait pas. C'est pour ça qu'en 1917 dans l'Indiana on décida de tester des planches en verre, transparentes, sollicitant pour ça l'entreprise spécialisée dans ce matériau situé proche de la fac. Et il fallait bien un spécialiste, parce qu'en réalité les premières planches en verre sont apparues avant 1910, mais ont tout de suite été bannies pour des raisons de sécurité, trop fragiles. Le bois était alors obligatoire pour la pratique de basket. Cependant, dans l'Indiana, grâce aux commerces locaux, on avait réussi à proposer une planche suffisamment épaisse et solide qui s'est très vite popularisée partout aux États-Unis dans les années 1920, bien joué. Sauf que quand elles furent installées en NBA, ou plutôt en BAA à l'époque, ces planches, aussi solides soient-elles, ont posé un problème. En 1947, Chuck Connors, à l'échauffement, sur un simple shoot, a fait exploser la planche à Boston, alors que le ballon n'a touché que le cercle. Mais comment est-ce possible? Eh bien, à cause des vibrations, tout simplement. Les fabricants de paniers de basket avaient beau mettre des morceaux de gomme entre le cercle et la planche pour éviter ce phénomène, ceux-ci finissaient par s'user et ça devenait dangereux. Surtout que ce jour-là, quand le panneau a explosé, la galère fut terrible. Vu qu'il y avait le rodéo au Boston Garden, le match s'est joué dans une autre salle, la Boston Arena. Le proprio Walter Brown a alors dû envoyer un de ses employés en camion récupérer une planche là-bas, mais pour lui ce ne fut pas simple. Personne ne le connaissait dans le monde du rodéo et personne ne voulait lui ouvrir la porte du Garden où les planches étaient stockées. Heureusement, débrouillard qu'il était, il a fini par trouver 2 cow-boys complètement bourrés qui géraient la sécurité et leur a glissé quelques dollars pour qu'ils lui ouvrent. À lui la planche de remplacement. Sans ces 2 alcoolos, avares en argent, les fans des Celtics seraient probablement encore en train d'attendre aujourd'hui. Alors vu la galère que ça a été, croyez-nous, après cet incident, toutes les équipes faisaient attention à bien contrôler ces morceaux de gomme avant chaque match. Le problème, c'est qu'avec les physiques et les qualités athlétiques des joueurs qui se développaient, ça n'a pas suffi pour tout sécuriser. Quand le dunk s'est popularisé, de nombreux panneaux ont été explosés, à tel point que ce move, pourtant ultra spectaculaire, fut complètement interdit, ça pique. Heureusement, ce petit génie, Arthur Herat, qui n'y connaissait absolument rien au basket, mais qui aimait inventer tout plein de trucs, est arrivé avec ses fameux ressorts. Cela faisait des années et des années qu'il travaillait dessus, depuis l'histoire de Chuck Connors en fait. En parallèle, les planches en plexiglas, beaucoup plus solides, ont fait leur apparition. Aujourd'hui, sur un dunk, les ressorts absorbent l'accélération, tandis que le plexiglas finit de faire le taf. Selon pas mal d'études, les ressorts d'Arthur Herat sont capables d'absorber la puissance de n'importe quel dunk, tandis que les planches sont censées résister à un poids de 238 kg. Tout va bien, vu que nous ne connaissons a priori aucun joueur pro de 238 kg capable de dunker. Alors clairement, ces planches se sont solidifiées avec des composants de plexiglas de
plus en plus résistant, car des joueurs comme Daryl Dawkins à l'époque s'en donnaient à cœur joie de mettre du verre partout. Mais quand on voit que sur un dunk de Shaq, c'est le montant du panier et non pas la planche qui a cédé, ça témoigne d'une certaine solidité tout de même. Notons aussi que le rectangle présent au-dessus du cercle, qui était déjà là sur les premières planches en bois, sert de repère. Lorsque l'on veut shooter avec la planche, les chances que le ballon rentre dans le panier sont bien plus importantes si avant il rebondit à l'intérieur du rectangle. Mais sur un panier, il n'y a pas qu'une planche et un cercle, il y a aussi un filet. Et pourquoi ce filet à votre avis? Rappelez-vous, on en parlait plus tôt, les premiers paniers c'était des paniers de pêche, qui n'étaient même pas percés. À chaque fois qu'une équipe marquait un point, il fallait aller chercher le manche à balai, ou même parfois l'escabeau dans certains cas, pas pratique. Remplacer les paniers de pêche par des cercles en métal était donc une évolution importante pour permettre une certaine fluidité dans le jeu. Le souci, vu le connaissez, on a tous joué sur des playgrounds avec des cercles sans filet. Parfois il est difficile de savoir si on a fait rentrer le ballon sans toucher le cercle ou si on a fait un airball, c'est embêtant. Le filet en corde, et pas en chaîne s'il vous plaît, permet de ralentir la balle afin que tout le monde voit en un coup d'œil si un tir est rentré ou non. Il provoque également ce bruit si satisfaisant pour les oreilles lorsque l'on rentre un shoot qui ne touche que de la ficelle, c'est devenu un élément essentiel. De plus, et c'est important, il permet à l'équipe adverse de récupérer un ballon plus facilement après un panier marqué et de faire une remise en jeu plus rapide, c'est efficace. Mais justement, sachez que dans les années 70, dans une fac de division 3 universitaire, la légende raconte qu'on a abusé de cette utilité. Apparemment, sur chacun des deux paniers, le filet était complètement arraché et ne tenait plus que par quelques mailles. Pourtant, pendant des années dans ce gymnase, rien n'a bougé, personne n'avait envie de réparer quoi que ce soit, et dites-vous que ce n'était pas un hasard. Avec cette ficelle abîmée, lors d'un panier marqué, le ballon mettait quelques dixièmes de seconde de plus à traverser l'arceau. Cela donnait donc à la défense un peu plus de temps pour se replacer, et ça tombait plutôt bien. Dans cette équipe où il n'y avait que peu de joueurs athlétiques, on prenait souvent la foudre en contre-attaque lors des déplacements. Grâce à ces filets abîmés, ce facteur devenait bien moins pénalisant à domicile. C'était très malin, très ingénieux. Mais tout à l'heure, rappelez-vous, nous vous disions qu'au départ, l'une des utilités de la planche était d'éviter que la balle parte n'importe où afin de diminuer le nombre de sorties de balles et de remises en jeu. Bon, déjà c'est cool parce que cela permettait un match moins haché, mais la raison principale n'était pas là, car il faut savoir qu'à l'époque, les remises en jeu souvent étaient bien sanglantes. Dans les règles originelles, lorsqu'un ballon sortait des limites, l'arbitre le prenait, allait au milieu du terrain et le balançait lui-même quelque part sur le parquet. Les deux équipes luttaient alors, souvent de façon bien violente, pour récupérer la gonfle. C'était un véritable pugilat et les blessures étaient fréquentes. Il devenait donc essentiel de changer la règle et de donner le ballon aux adversaires de ceux qui, en dernier, avaient touché le ballon avant qu'il soit envoyé en sortie. Mais ça a pris du temps, vu que cette évolution n'a pris place qu'en 1923. Surtout que le souci, en fait, c'est qu'au départ, il y avait souvent bien plus de 10 joueurs sur un terrain. Imaginez les mêlées que ça provoquait, des bagarres dignes du village gaulois d'Astérix. En fait, pour revenir aux règles originelles, James Naismith n'avait pas prévu de nombre limite de joueurs. On pouvait jouer au basket à autant qu'on voulait tant qu'il y avait autant de joueurs dans chaque équipe. Fréquemment, au début, le basket était joué à 9 contre 9, mais des rencontres se sont même déroulées à 25 contre 25. Vous imaginez bien que dans des salles souvent toutes petites, avec parfois des piliers en plein milieu, c'était le chaos le plus total. Des coups étaient envoyés dans tous les sens et le basket devenait complètement impossible à arbitrer par ces pauvres officiels complètement dépassés par la violence du truc. Là encore, il fallait faire quelque chose pour éviter les blessures, et vite. Parce que oui, dans un premier temps, le basket était principalement utilisé pour permettre aux joueurs de baseball et de foot US de rester en forme en hiver, quand les terrains extérieurs, en raison des conditions météo, devenaient impraticables. Sauf que si à la reprise de la saison, tout le monde arrivait blessé, ça faisait tâche. Pourtant, dès le départ, les règles étaient bien claires. Il était complètement interdit de pousser, de tirer, de frapper, d'agripper ou de bousculer son adversaire. Le souci, c'est que lorsqu'on le faisait, la pénalité était plutôt faible. Quand une même équipe faisait 3 fautes de suite, cela offrait seulement un point à l'adversaire. Il était donc possible de faire 2 énormes fautes, de se calmer et d'attendre que l'adversaire reçoive un coup de sifflet. Les compteurs revenaient ainsi à zéro et il était à nouveau possible de s'en donner à cœur joie. Il y avait de l'abus et les blessures devenaient bien trop fréquentes. C'est ainsi que la règle a évolué, et un peu plus tard, au bout de 2 fautes personnelles dans un seul et même match, un joueur était expulsé. Aujourd'hui, on pourrait se dire que ça faisait peu, mais rappelez-vous, vu que le nombre de joueurs sur un parquet n'était pas limité, les arbitres ne voyaient pas tout. De plus, la tolérance était bien plus importante à l'époque. Le no blood, no fall, pas de sang, pas de faute, était alors plus que d'actualité. Mais au final, quand même, pour garantir la santé des joueurs, quand le basket s'est joué à 5 contre 5, en 1897, la sévérité des refs a augmenté, et 2 fautes par joueur, ça faisait trop peu. Les évolutions des règles étaient simples, plus la tolérance sur les contacts baissait, et plus le nombre de fautes autorisées grimpait, jusqu'à 4 en 1910, puis 5 en 1946, et même 6 en NBA, où l'on ne joue pas 40 minutes, mais 48 minutes. Mais d'ailleurs, pourquoi ce temps de jeu de 48 minutes dans la grande ligue? Quand James Naismith a inventé le basket, un match se composait de 2 mi-temps de 15 minutes, séparés par une pause de seulement 5 minutes. Au début du XXe siècle, certaines facs ont voulu prolonger le plaisir, et ont poussé jusqu'à 2 fois 20 minutes, un temps de jeu et un découpage encore utilisé aujourd'hui en NCAA par exemple. Ceci dit, quand la BAA, ancêtre de la NBA,
NBA a été créée en 1946, on a décidé d'augmenter encore cette durée, pour passer à 4 quarts-temps de 12 minutes chacun, soit un total de 48 minutes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en créant cette ligue, le but était d'attirer un maximum de spectateurs pour rentabiliser la construction de grandes salles de boxe qui souvent restaient totalement vides entre deux combats. Du coup, évidemment, pour attirer les fans, il fallait qu'ils en aient pour leur argent, et proposer un spectacle qui pourrait durer au total moins d'une heure, même avec demi-temps de 20 minutes plus les arrêts de jeu, ça ne semblait pas bankable pour les organisateurs. Pour eux, pour attirer un max de monde, il fallait que la durée totale d'un match s'approche des 1h30. Pourquoi pas? Sauf que jouer 48 minutes pour des joueurs qui jusque-là connaissaient des durées bien plus courtes, ça aurait pu devenir trop long et trop intense. Voilà pourquoi la NBA a oublié les demi-temps pour proposer 4 quarts-temps et offrir davantage de temps de repos à ses joueurs. 3 minutes de pause étaient offertes entre le premier et le deuxième quart, mais aussi entre le troisième et le quatrième, tandis qu'on octroyait 15 minutes à la mi-temps pour permettre cette fois-ci aux spectateurs de faire fonctionner la buvette. Et oui, business is business. Si l'on additionne toutes ces durées, on atteint déjà 1h09. Avec les arrêts de jeu et les temps morts, les matchs atteignaient allègrement l'heure et demie. La mission était donc accomplie pour les créateurs de la NBA. Les fans disposaient alors d'une durée de spectacle suffisamment longue pour bien vouloir acheter des tickets. Aujourd'hui, avec les temps morts et les arrêts de jeu de plus en plus longs et fréquents, on atteint même régulièrement les 2h30. Nous sommes bien loin des 45 minutes max prévus au départ. Sauf que malgré cet effort pour les fans, beaucoup de salles restaient vides. Pourquoi? Parce que les matchs avaient beau être longs, ils ne proposaient que peu de spectacles et étaient ennuyeux. Le summum du cauchemar prit place le 22 novembre 1950. Alors que George Mikan, un géant pour l'époque, dominait la ligue, les adversaires devaient trouver des méthodes pour battre les Lakers. C'est ainsi que les Pistons de Fort Wayne sont arrivés avec une stratégie bien à eux. Ça, si ça vous intéresse d'ailleurs, nous avons sorti une vidéo complètement dédiée à ce sujet. Mais ouais, le plan de jeu était simple, essayer de passer devant au score, puis conserver la balle le plus longtemps possible pour empêcher les Lakers de Mikan de repasser devant. Bien joué, les Pistons, ce jour-là, se sont imposés sur un vilain score de 19-18. Et quelle purge! Voir un gars passer de longues minutes le ballon sous le bras en attendant que le chrono s'égrène, c'était juste catastrophique pour les fans. Bien sûr, un tel cinéma n'avait pas lieu à chaque rencontre, mais quand même, les possessions étaient bien trop longues, et voir les équipes jouer la montre lorsqu'elles étaient devant devenait inacceptable. C'est ainsi que Danny Biasone, propriétaire des Syracuse Nationals, accompagné de Howard Hobson, coach de la fac d'Oregon, spécialiste des maths, est arrivé. Il a proposé un système à la ligue, dans une réunion organisée à sa demande. Là, sur son paperboard, il a expliqué qu'un match de 48 minutes représentait une durée de 2880 secondes. Hobson a ensuite démontré que pour qu'un match soit suffisamment rythmé, il fallait que chaque équipe shoote au moins 60 fois, soit un minimum de 120 tirs au total. En divisant 2880 par 120, on arrivait à un chiffre de 24 secondes par possession, et c'est comme ça que l'horloge des 24 est arrivée. Biasone a ainsi invité les instances de la ligue pour assister à un match exhibition pour lequel cette règle fut mise en place. Le spectacle fut au rendez-vous, la NBA fut convaincue, et pour la saison 1954-1955, la règle fut actée. Petit fun fact, cette année-là, ce sont les Nationals de Biasone qui ont remporté le titre. À croire qu'ils s'étaient bien préparés, les gars. Mais tiens, une question que l'on peut légitimement se poser aussi, c'est pourquoi un panier classique compte pour 2 points, et pas pour un seul comme dans la plupart des sports. Eh bien, sachez que ça n'a pas toujours été le cas. Quand Naismith a créé le basket, bien sûr, il est allé au plus simple. Chaque panier valait 1 point. Sauf que, on l'a dit tout à l'heure, à la base, 1 point était octroyé aux adversaires quand une équipe commettait 3 fautes de suite. Mais le truc, c'est que quand la sévérité des coups de sifflet a augmenté, ça commençait à faire beaucoup. Ça en devenait presque injuste d'obtenir des points si facilement. Naismith a alors augmenté la valeur d'un panier pour la fixer à 3 points, mais là c'était trop, les fautes se multipliaient à nouveau. Il n'était pas assez pénalisé lorsqu'il y avait contact. L'inventeur du basket a donc finalement décidé de couper la poire en deux pour réguler tout ça et offrir 2 points pour un panier tout en créant le lancer franc. Lorsqu'une faute était commise sur un shoot ou lorsqu'une équipe dépassait les 8 fautes collectives en une mi-temps, 2 lancers à 4,75 m, soit 15 pieds sans défense étaient offerts. Ils valaient 1 point chacun et ce comptage est toujours en vigueur aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous le savez bien, au vu des spécialistes que l'on a dans la ligue, CF Stephen Curry, il est également possible de mettre des shoots à 3 points. Ce qu'on a vu jusque-là, c'est que beaucoup de règles entre les cartons en 4x12 ou l'horloge des 24 ont été créées pour les fans. Le shoot à 3 points, c'est la même histoire. Ici non plus, on ne va pas en faire des caisses puisque nous avions sorti toute une vidéo à ce sujet. Mais quand même, rappelons l'essentiel concernant ce shoot à 3 points, pour la première fois apparu en ABL, une ligue mineure en 1961, puis popularisée par la ABA dès 1967. La ABA, vous connaissez, c'était la ligue rivale de la NBA dans les années 70. Son but était de se montrer plus cool, plus fun et plus flashy que sa grande sœur, afin d'attirer un max de spectateurs, notamment autour de la tête d'affiche que représentait la star Julius Erving. Pour ça, elle a inventé le concours de dunk, qui est devenu légendaire, mais aussi instauré cette fameuse ligne à 3 points qui l'est tout autant. Elle se situe à 23 pieds de l'arceau, soit 7,24 m et 22 pieds dans les corners, 6,70 m. Et pour le spectacle, cette fameuse ligne présentait plusieurs avantages, celui de scorer des points plus rapidement évidemment, mais aussi celui d'écarter le jeu pour offrir plus de drive, plus de pénétration et donc plus de dunk. Elle permettait également aux joueurs plus petits de bosser leur shoot pour scorer de plus loin, plutôt que d'aller se faire défoncer dans la peinture par des big men qui n'attendaient que ça. Cela donnait davantage de valeur à l'adresse par rapport au physique et rendait le basket bien plus accessible, c'était important. Pour les fans de toute façon c'était juste parfait, et le basket pratiqué en ABA commençait à faire fureur, à tel point qu'en 1976, cette ligue a pu fusionner avec la NBA pour avoir encore plus d'impact. Mais vous connaissez la NBA et son côté fier, impensable pour eux d'accepter directement l'influence d'une ligue qui peu de temps avant était encore
considérée seulement comme une ligue mineure. Lors de la fusion, la ligne à 3 points ne fut donc pas introduite, mais au bout de 3 ans, il n'y avait plus le choix, c'était une erreur. Cette ligne apportait tellement de bienfaits au jeu qu'il fallait qu'elle appartienne au basket. Aujourd'hui, partout dans le monde, plus personne ne joue sans cette ligne à 3 points devenue essentielle, quelle que soit la catégorie. Dans les matchs exhibition des Harlem Globetrotters ou dans la ligue de 3 contre 3 d'Ice Cube, on a même tenté récemment d'instaurer des spots à 4 points pour encore et toujours plus de spectacle. Ceci dit, même si l'idée aurait pu paraître intéressante, cela ne semble pas vraiment dans les cartons d'introduire ce nouvel alinéa dans le règlement NBA. On ne va pas abuser non plus. Tiens, par contre, enchaînons sur une nouvelle particularité assez originale dans le basket. Pour pouvoir avancer, lorsque l'on est en possession du ballon, il faut le faire rebondir, dribbler. Bizarre, non? Il est vrai que ce genre de geste, à part dans le handball qui se pratiquait en Europe, n'était utilisé dans aucun autre sport. Eh bien, il faut savoir que le basket s'est d'abord joué sans dribble. Un joueur, lorsqu'il recevait la balle, devait rester immobile et n'avait alors plus le droit de se déplacer. Là, ne le cachons pas, ce n'était pas ouf. Dans un contexte pareil, les possibilités pour attaquer étaient très réduites, vu qu'elles se limitaient aux passes. Et surtout, les réceptions du ballon étaient très dangereuses. Bah oui, à part s'il est en position de shooter, ton joueur, tu peux le laisser seul, vu que tu sais qu'il va devoir se débarrasser de la gonfle. Alors quand il y avait 20, 30, voire 50 joueurs sur le parquet, croyez-nous, ça jouait des coudes pour rattraper le ballon. Arcades pétées, yeux au beurre noir, chevilles foulées, et on en passe, énormément de blessures avaient lieu dans ces circonstances. C'est ainsi qu'en 1897, quand le basket était encore un sport expérimental que chacun pratiquait à sa sauce, du côté de l'université d'Yale, on a pensé au dribble. D'abord, on n'en autorisait qu'un seul, puis très vite, il n'y avait plus de limite. La seule règle était celle de la reprise de dribble. En d'autres termes, une fois que tu as contrôlé le ballon à deux mains, après un dribble, tu n'as plus le droit de repartir. Et ça, ce fut une révolution, car les défenses ont réellement été obligées de s'adapter. Désormais, il fallait rester proche du porteur du ballon, qui à lui seul pouvait se créer un chemin vers le cercle. Se mettre seulement sur les lignes de passe ne suffisait plus. Une nouvelle fois, ça a permis d'améliorer le jeu, d'ouvrir les défenses, et d'offrir plus de solutions pour scorer, pour encore et toujours plus de spectacles, à tel point que dès 1901, le dribble apparaissait dans toutes les règles du basket de tout le pays. Imaginez comment la carrière d'un Kyrie Irving aurait été différente avec les règles originelles, et comment il aurait été triste de se passer de la saveur des crossovers et autres hésitations. Le truc par contre, c'est que n'importe quel ballon n'était pas fait pour dribbler. Lors de sa création, le basket était joué avec des ballons de foot, de soccer, ce qui n'est clairement pas fabuleux quand on pense à le faire rebondir. Même le premier ballon de basket officiel, créé par Albert Spalding en 1894, tout en cuir avec sa couture, posait d'énormes problèmes, mais il fallait faire avec. Jusque-là, Spalding, qui travaillait le cuir, se spécialisait dans la fabrication des gants de baseball. Avec un ballon de basket, nous ne sommes pas du tout dans la même gamme de produits. Mais c'est ainsi qu'avec la popularisation de ce sport, peu à peu, les équipementiers se sont penchés sur le sujet, qui clairement n'était pas simple. Il fallait un ballon suffisamment dur et gonflé pour qu'il rebondisse, mais aussi suffisamment léger pour qu'il puisse être envoyé dans une cible horizontale, à 10 pieds. Il fallait également qu'on puisse l'agripper, tout en faisant en sorte qu'il soit durable et solide, car le basket à l'époque se jouait aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'un ballon que tu fais rebondir sans cesse, tu l'uses avec le temps. Surtout que ce n'était pas les seules contraintes. Avec un cercle de 46 cm de diamètre, il était impossible d'imaginer un ballon avec un diamètre supérieur à 23, sinon vous imaginez, il serait devenu bien trop compliqué de mettre des points. Ce n'est donc qu'en 1942 que le ballon tel que l'on le connaît aujourd'hui, avec ses picots, ses différents patchs et ses lignes noires pour la prise en main, fut créé et popularisé par Wilson. Dans la taille que l'on appelle taille 7 aujourd'hui, utilisée notamment en senior chez les hommes, il présente également un diamètre de pile 23 cm, soit exactement la moitié de celui de l'arceau. On lui donna également une couleur orange afin qu'il puisse être bien visible et ne soit pas confondu avec la plupart des équipements des joueurs qui eux aussi étaient en cuir marron. Sa valve de gonflage lui permettait en parallèle d'être gonflé pile à la bonne pression pour rebondir parfaitement lorsque l'on driblait. L'invention était juste parfaite, à tel point que même s'il y a eu quelques évolutions depuis, c'est toujours ce genre de ballon qu'on utilise en NBA depuis maintenant 75 ans. Il est également fréquent de nos jours de trouver des ballons qui privilégient le synthétique au cuir, une matière bien moins noble, moins durable, mais bien meilleur marché et tout aussi rebondissante. Terminons cette vidéo avec des détails que vous ne maîtrisez peut-être pas, mais qui sont tout de même rigolos à connaître. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi dans les compétitions FIBA, pendant des années et des années, il était impossible d'avoir un numéro de maillot inférieur au chiffre 4 et supérieur au chiffre 15? C'était tout simplement pour faciliter le travail des arbitres lorsqu'ils annonçaient le numéro d'un joueur fautif à la table de marque. Les chiffres 1, 2 et 3 étaient déjà utilisés pour symboliser des paniers à 1, 2 ou 3 points. Alors pour éviter que les officiels confondent, on préférait ne pas utiliser ces chiffres pour les maillots, ça s'entend. En parallèle avec les gestes de l'époque, il était impossible pour les arbitres de donner un chiffre supérieur à 15 avec les mains. Pour afficher une dizaine, on présentait son poing fermé et on complétait avec l'autre main pour les numéros supérieurs à 10. Il était donc impossible de représenter un nombre supérieur à 15, même avec l'autre main complètement ouverte. Cependant, aujourd'hui, comme ça a été le cas depuis le début de l'histoire NBA, dans toutes les ligues, on autorise les numéros allant du double 0 au numéro 99. Pour les annoncer, les arbitres affichent d'abord les dizaines, avec la paume des mains tournée vers eux, puis les unités, avec la paume tournée vers la table de marque. Cela paraît simple dit comme ça, mais la FIBA a mis un très long moment avant d'adopter cette signalétique, vu qu'elle n'a été instaurée officiellement qu'en 2016 pour les compétitions internationales. Enfin, en NBA, sur un terrain de basket, comme sur tout terrain sportif, il y a toutes sortes de lignes. Les principales, comme la ligne médiane, la ligne de fond, les lignes de shoot à 3 points, etc., vous les connaissez, et nous ne reviendrons pas dessus. Cependant, savez-vous à quoi servent ces petits traits présents à différents endroits du
terrain? Eh bien peut-être pas. Les premiers que nous pouvons observer se situent aux abords des raquettes. Ils permettent aux joueurs de bien se placer aux abords de la peinture lorsqu'un lancer franc est tiré. Ensuite, les 4 traits qui se situent à environ 7 mètres de la ligne de fond sur les lignes de touche servent pour les remises en jeu après un temps mort pris en zone offensive. C'est à cet endroit que la passe doit être effectuée. Ils servent aussi de repère pour la coach box, zone pour les coachs qui peuvent se déplacer debout le long de la ligne mais n'ont pas le droit de dépasser cette limite. Enfin, les 2 traits sur la ligne de fond de part et d'autre de la raquette représentent la zone du poste bas. C'est cette fois-ci un repère pour les joueurs afin de délimiter un espace dans lequel il n'y a généralement pas besoin d'effectuer un jump shoot pour scorer. Ça en fait quand même des petits éléments essentiels mais pourtant peu connus qu'on a relatés dans cette vidéo. D'ailleurs vous, est-ce que vous avez appris des choses en nous écoutant aujourd'hui? C'est bien ce qu'on espère. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires les principaux éléments que vous ne maîtrisiez pas avant cette vidéo. Nous vous lirons, on le promet, avec beaucoup d'attention. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.